Bonjour, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo consacrée aux machines électriques. Dans cette vidéo, nous allons étudier le chapitre 3, étude des matériaux magnétiques. Nous avons déjà réalisé les vidéos sur les deux premiers chapitres, notamment le chapitre 1 qui parlait du magnétisme et le chapitre 2 qui parlait des forces électromagnétiques. Dans cette vidéo, nous allons étudier, comme nous avons dit tantôt, les matériaux magnétiques. Nous allons voir l'hystérésie et autres. Le programme de cette vidéo est le suivant. Nous allons commencer par le champ d'excitation magnétique, puis nous allons voir les matériaux magnétiques. Parmi ces matériaux, nous allons voir les matériaux ferromagnétiques, les matériaux paramagnétiques, les matériaux diamagnétiques, la courbe d'aimantation des matériaux magnétiques, puis nous allons migrer vers la rémanence et l'hystérésie. Et enfin, nous allons voir le courant de Foucault. Puis à la fin, nous allons donner un exercice de consolidation. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Sans plus tarder, commençons par le champ d'excitation magnétique. Le champ d'excitation magnétique est noté grand H. Cela rend compte de l'influence du milieu magnétique sur les grandeurs. Dans le vide ou dans l'air, l'induction électromagnétique B est égale à μ0 H. Dans un matériau magnétique ou autre, B est égal à μ0 μr H. Dans cette formule, μ0 est la perméabilité magnétique du vide, qui est égal à 4pi fois 10 puissance au moins 7 Henri par mètre. μr est la perméabilité relative du matériau, en Weber par mètre ou en Henri par mètre. B est l'induction magnétique, mesurée en Tesla, avec 1 Tesla qui est égal à 1 Weber par mètre carré. H est l'excitation magnétique, en ampères par mètre. Nous passons à la deuxième partie, les matériaux magnétiques. Comme matériaux magnétiques, nous allons commencer par le matériau ferromagnétique. Déjà, le ferromagnétisme est la capacité de certains corps à s'aimanter sous l'effet d'un champ magnétique extérieur et à garder une partie de cette aimantation. Les matériaux ferromagnétiques sont les matériaux qui, soumis à un champ magnétique, s'aimantent très fortement et dans le même sens que l'induction magnétique. Comme matériaux ferromagnétiques, on peut citer le fer, le nickel, le cobalt, le silicium et bien d'autres. Les matériaux paramagnétiques, ce sont les matériaux qui, soumis à un champ magnétique, s'aimantent très faiblement et dans le même sens que l'induction magnétique. Comme matériaux paramagnétiques, on peut citer la platine, le manganèse, le chrome, le sodium, l'aluminium et bien d'autres. Troisième matériau, ce sont les matériaux diamagnétiques. Les matériaux diamagnétiques sont les matériaux qui, soumis à un champ magnétique, s'aimantent très faiblement, mais dans le sens contraire de l'induction magnétique. Comme matériaux diamagnétiques, on peut citer l'or, l'argent, le cuivre, le plomb, le mercure, beaucoup de gaz et liquides. Nous allons voir la courbe d'aimantation des matériaux magnétiques. Il s'agit de la courbe donnant la variation de l'induction magnétique B en fonction de l'excitation magnétique H, c'est-à-dire B est égal à F de grand H. B étant l'induction et H étant l'excitation magnétique. Voici les courbes d'aimantation des trois matériaux. Voici la courbe du matériau ferromagnétique. On remarque que la magnétisation est grande et dans le même sens que H. Ici, les matériaux paramagnétiques, la magnétisation est faible et dans le même sens que H. Et les matériaux diamagnétiques, la magnétisation est faible. On peut remarquer avec la faible pente
et dans le sens opposé, sens contraire H. Lorsqu'on prend le premier matériel, ou bien lorsqu'on prend un matériau ferromagnétique, en nous intéressant à la courbe d'aimantation des matériaux ferromagnétiques, on observe que lorsqu'on augmente l'excitation H, l'induction magnétique B augmente en laissant apparaître 3 zones. La première zone, c'est la zone OA, la deuxième zone, c'est la zone AB et la troisième zone, c'est la zone BC. Là, c'est la courbe de première aimantation des matériaux ferromagnétiques. Commençons avec la première zone, la zone linéaire, OA. Dans cette zone, B, c'est-à-dire le champ magnétique, l'induction magnétique si vous voulez, B est proportionnel à l'excitation magnétique H, avec pour coefficient de proportionnalité mu, qui est égal à mu0 fois mu R. Dans la deuxième zone, AB, déjà cette zone est appelée coude, ou le coude de saturation. Dans cette zone, B n'est plus proportionnel à H, n'est plus linéairement proportionnel à H. Donc il n'y a plus de relation linéaire entre l'induction et l'excitation magnétique. La troisième zone, BC, est appelée zone de saturation. Dans cette zone, l'augmentation de l'induction est négligeable devant l'augmentation de l'excitation. Donc lorsque H, l'excitation H augmente grandement, l'induction augmente très faiblement. On parle de saturation. Nous passons à la rémanence et à l'hystérésie. L'hystérésie est le retard à l'aimantation et à la désaimantation des matériaux ferromagnétiques. Lorsque nous faisons varier le champ magnétique de manière alternative, on obtient un graphe qui ne peut se superposer. Donc, voici notre graphe. Voici la première aimantation. Lorsqu'il y a première aimantation, après s'être aimanté, il faut une désaimantation. Voici la désaimantation qui rentre là, jusqu'en bas. Puis il y a une réaimantation qui remonte. On s'attendra à ce que lorsqu'il y a première aimantation et qu'il y ait désaimantation, on soit sur la même courbe. Et qu'il y ait réaimantation, on soit toujours sur la même courbe. Mais on se rend compte que la première aimantation est différente de la désaimantation, qui est différente de la réaimantation. C'est ce phénomène qu'on appelle l'hystérésie. C'est un retard à l'aimantation et à la désaimantation. Sur cette courbe, on peut distinguer plusieurs parties, notamment 4 éléments très importants. On peut distinguer l'induction maximale. Voici l'induction et voici l'excitation. L'induction c'est B, l'excitation c'est H. On peut distinguer l'induction maximale, BM. C'est l'induction lorsque l'excitation est nulle. On peut distinguer aussi le champ coercitif, autant pour moi. C'est ce champ-ci, HM. Il s'agit de l'excitation pour une induction maximale. On a l'induction rémanente. Voici l'induction rémanente à ce niveau. L'induction rémanente est en réalité l'induction lorsque le champ d'excitation est nul. Voici le champ d'excitation. C'est l'induction lorsque le champ d'excitation est nul. Et enfin, on a le champ coercitif HC, que voici, qui est l'excitation qui annule l'induction du matériau. Donc, on a donc distingué 4 variables, ou bien 4 valeurs caractéristiques. L'induction maximale, le champ coercitif, l'induction rémanente, BR, qui est l'induction pour une excitation nulle, et enfin, le champ coercitif, HC, qui est l'excitation pour une induction
nul. La présence du cycle d'hystérésie, voici ce cycle, traduit le fait que le chemin suivi par l'aimantation d'un matériau ferromagnétique n'est pas le même selon le cas où le champ décroît ou croît. Donc, lorsque le champ décroît, voici le chemin suivi. Lorsque le champ croît, voici plutôt le chemin suivi. On peut prendre par exemple une bobine alimentée en courant alternatif qui peut avoir jusqu'à 100 cycles d'hystérésie par seconde. Il en résulte des pertes par hystérésie, comme on peut observer dans les machines électriques. Courant de Foucault. Les courants de Foucault sont les courants induits qui prennent naissance dans les masses métalliques soumises à un champ magnétique variable. Donc lorsqu'il y a un champ magnétique, lorsqu'il y a une masse métallique qui est soumise à un champ magnétique qui est variable, alors il y a naissance des courants de Foucault. D'après la loi de Lenz, ces courants s'opposent à la cause qui leur donne naissance, ce qui entraîne un échauffement des masses métalliques, puisque les courants s'opposent complètement les courants s'opposent en fait à la cause qui leur donne naissance, comme nous avons dit tout à l'heure. Il y a donc frottement, il y a donc fluctuation des courants, ce qui entraîne un échauffement métallique, créant ainsi des pertes énergétiques. On parle de pertes par courant de Foucault ou de freinage magnétique. Donc, en réalité, quand on parle de freinage magnétique, c'est juste parce que c'est une application directe des courants de Foucault. Nous pouvons voir cela dans les applications du courant de Foucault. Le courant de Foucault est utilisé dans la production de la chaleur dans les fours à induction, puisqu'il y a création des échauffements des masses métalliques. On peut donc les utiliser comme production de chaleur dans les fours à induction. Les freinages des machines électriques, puisque le courant de Foucault navigue à contre-courant, si on peut dire ainsi, ce qui fait que ça entraîne un freinage. L'amortissement des oscillations, dans le cas de la boussole, les compteurs d'énergie et autres. Voici un exercice. Donner les avantages et les inconvénients de l'hystérésie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu.